Rebonjour tout le monde. On va terminer l'après-midi donc avec deux conférences ici au sixième étage. D'abord, en lien avec les recherches de Megan Joy, Patrick Marier, on en a parlé ce matin. Cette fois-ci, c'est Marianne Bordelot, Diandra Serrano qui vont nous parler des conséquences du mirage du système de santé et des services sociaux sur les personnes âgées en situation d'itinérance. On a abordé un peu, mais on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, donc on a hâte de vous entendre. Donc, Diandra Serrano, vous êtes étudiante à la maîtrise en thérapie conjugale et familiale à McGill. Marianne, vous êtes étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'UQAM. Donc, on va avoir deux conférences, peut-être comme la dernière fois, surtout pour les gens qui sont en ligne. Après, il va y avoir un 5 minutes, une période de questions. Simplement, vous avancez au micro parce que je sais qu'on va vous entendre ici, mais en ligne, donc à la maison, ceux qui sont derrière leur ordinateur, vous entendront pas. Donc, juste vous déplacer au micro. Il y a un micro ici à l'avant si vous avez des questions, puis on vous encourage fortement à le faire. C'est toujours enrichissant de vous entendre depuis ce matin. Puis pour Marianne et Diandra, j'imagine que pour vous aussi. Donc, je vous laisse la parole. Parfait, merci. Est-ce que celui-là... Oui. Vous m'entendez? Oui. OK. Alors, bonjour tout le monde. Nous allons présenter un projet intitulé « Conséquences du mirage du système ». Est-ce que je devrais attendre ou non? Ça va? Et de santé de services sociaux sur les personnes aînées en situation d'exclusion liée au logement. Je m'appelle Diandra Serrano. Voici ma collègue Marianne Bordelot. Les idées de ce projet ne sont pas seulement le nôtre, mais proviennent des histoires des participants et sont inspirées par de nombreuses conversations réflexives au cours des années de travail avec Tamara Sussman, Émilie Cormier, des personnes avec des expériences vécues et d'autres membres de l'équipe avec lesquels nous avons eu le privilège de travailler, d'apprendre et d'être inspirés. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Cette étude fait partie d'une étude plus large, tenue à l'échelle de la province, dirigée par Patrick Marier et intitulée « Les actions gouvernementales au Québec, impact sur les personnes aînées marginalisées ou vivant des dynamiques d'exclusion sociale ». À ce projet participent plusieurs autres co-chercheurs et collaborateurs. Certains sont présents ici aujourd'hui, dont Megan Joy, qui présente aussi dans le cadre de ce colloque. L'étude du Dr Marier visait à identifier les barrières administratives et les défis de coordination et de gouvernance rencontrés par 6 populations différentes de personnes aînées marginalisées. L'une de ces populations étant les personnes aînées en situation d'itinérance. Notre projet est donc une sous-partie de ce projet plus large et touche plus spécifiquement les données recueillies à Montréal auprès de personnes aînées en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à leurs expériences de réflexion par rapport à leurs soins futurs. La reconnaissance des préférences et des souhaits des personnes âgées en ce qui a trait aux soins pendant le processus de vieillissement est essentielle pour favoriser leur bien-être émotionnel, psychologique, physique et spirituel au cours de leur vie, tout en étant centrale pour le respect de leur dignité pendant le vieillissement et la mort. Ça devient particulièrement important quand on considère que les besoins en termes de soins pour les personnes qui à la fois vieillissent et sont sans logement sont des besoins qui sont complexes et se recoupent. Selon Kim et Ford, l'expérience de l'itinérance tend à accélérer le processus de vieillissement, en plus d'augmenter la probabilité de subir des traumatismes qui risquent de s'aggraver avec le temps, traumatismes qui sont rarement reconnus ou pris en charge. En fait, le taux de prévalence des traumas chez les personnes en situation d'itinérance varie de 50 à 98 %. De plus, l'intersection de l'âge et du statut résidentiel expose les personnes aînées en situation d'itinérance à un risque accru d'oppression systémique, comme l'âgisme et la discrimination envers les personnes en situation d'itinérance, qui tous deux ont été associés à des effets néfastes sur la santé mentale et physique. Étant donné la spécificité des besoins et des expériences des personnes aînées en situation d'itinérance pendant le vieillissement, nous nous sommes demandé en quoi leurs expériences d'accès aux soins pendant l'itinérance peuvent avoir un impact sur leur expérience de réflexion concernant les soins dont ils pourraient avoir besoin dans le futur.
Nos questions de recherche sont donc: quelles sont les expériences actuelles et passées des personnes aînées en situation d'itinérance concernant l'accès aux soins pendant leur période d'itinérance? Et de quelle façon ces expériences actuelles et passées impactent la manière dont les personnes aînées en situation d'itinérance réfléchissent à leurs besoins, à leurs préférences et à leurs soins en lien avec les soins qu'ils nécessiteront peut-être dans le futur? On a utilisé l'approche interprétative descriptive de Thorne, une approche développée en sciences infirmières dont l'objectif est de faire de la recherche qui est non seulement instructive, mais aussi aisément transposable dans la pratique. C'est une approche qui embrasse la subjectivité tout au long du processus de recherche et qui permet aux chercheurs d'utiliser leurs connaissances cliniques et subjectives. Cette approche est idéale dans le cadre de ce projet, puisque notre équipe est composée de personnes dont les savoirs sont basés en grande partie sur leur expérience clinique et pratique. Ce projet a donc été construit dans l'espoir de faire entendre les expériences émotionnelles et relationnelles des personnes aînées en situation d'itinérance ayant recours aux services de soins. Nous avons mené des entrevues semi-structurées d'une durée de 45 à 60 minutes avec 10 participants entre février et avril 2022. Les entrevues ont eu lieu en présentiel et les participants ont été recrutés dans 3 organismes de l'île de Montréal qui offrent des services aux personnes en situation d'itinérance. Donc, un refuge d'urgence, un centre d'accueil et un hébergement transitoire. À la discrétion des participants, certaines entrevues ont été menées à l'extérieur, dans un espace reclus dans un parc, et d'autres ont été menées dans des espaces privés offerts par les organismes. Notre projet visait à analyser les données concernant l'expérience et l'opinion des personnes aînées en situation d'itinérance en ce qui a trait au système d'offre de soins, entre autres communautaires et publics. Les participants ont également été interrogés sur leur expérience de réflexion en lien avec leurs besoins futurs et finalement en lien avec leurs préférences en matière de soins. Pendant l'analyse, la notion d'oppression systémique s'est présentée comme un concept central à partir duquel on pouvait organiser les différents thèmes qui ont émergé des discours des participants. On s'est plongé dans un processus d'écriture et de dialogue réflexif afin de documenter, observer et critiquer nos interprétations, toujours en les comparant aux récits des participants. Ainsi, durant le processus de codage interprétatif, on a revisité les transcriptions originales des récits qui supportaient, invalidaient ou approfondissaient la manière dont la notion d'oppression systémique semblait influencer les expériences de réflexion liées au futur. Afin de confidentialité, on a attribué des pseudonymes à tous les participants dont il va être question dans cette présentation. Les expériences des participants peuvent être reflétées par 2 thèmes principaux. Le premier thème, un processus d'oppression systémique, englobe 3 sous-thèmes détaillant les impacts du système sur le sentiment général d'identité. Le deuxième thème met en évidence le sentiment d'un avenir érodé. Voici le premier thème, un processus d'oppression systémique. Les résultats montrent que l'expérience des personnes aînées en situation d'itinérance avec les systèmes de soins était en large partie vécue comme un processus d'oppression, où le système envers lequel ils se tournent pour recevoir des soins ne les soumettent en fait qu'au désespoir et la dévalorisation, en plus de les forcer à rester dans un état de survie. Nous ferons référence ici au mot « système » pour englober tous les services de soins, allant du communautaire aux institutions publiques, en passant par les conversations téléphoniques avec des fonctionnaires comme la RAMQ, jusqu'aux refuges d'urgence et hôpitaux. Le premier sous-thème du premier thème, voiler l'espoir, le mirage des services. Donc, la plupart des participants ont décrit un système de promesses brisées et ont décrit que les services ne répondaient pas à leurs besoins ou sont tout simplement inexistants. C'est ce qu'on appelle ici le mirage ou l'illusion de service. Les personnes aînées en situation d'itinérance ont nommé vivre un sentiment de rejet devant les divergences entre, d'un côté, ce que les organismes et le gouvernement présentent dans les médias, et de l'autre, leur propre vécu. Carl explique. C'était une question de chiffres. Je suis allée à un organisme pour trouver des vêtements et des bottes. L'employé m'a dit que c'était seulement pour les gens qui restaient ici parce qu'il n'y en avait pas assez. Je me suis dit, d'accord, c'est normal. Avant, vous en donniez, tout d'un coup, non. Puis j'ai entendu une entrevue à la radio avec le directeur général de l'époque de ce même organisme qui disait « Oh non, on a assez de vêtements pour tout le monde. On a besoin d'argent. Si vous pouviez donner de l'argent plutôt que des vêtements ou de la nourriture. » Je me suis dit « Ah, OK, je comprends. »
Lorsqu'on discutait des améliorations qu'elle souhaitait voir dans les différents services, Kira a décrit un sentiment de futilité. Je ne veux pas parler de ça parce que j'ai attendu toute ma vie. Il part juste pour dire des conneries. On a observé qu'après un certain temps, le sentiment de rejet vécu face au mirage de service laisse peu à peu place à un sentiment de désespoir. Par exemple, Emmanuel décrit le sentiment d'échec causé par sa recherche éternelle de logement. Parce que vous trouvez une opportunité de logement, vos espoirs se lèvent et ensuite, vous vous retrouvez à terre. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes déprimé, vous allez vous droguer. Le deuxième sous-thème, maintenir la survie des services qui génèrent insécurité et violence. Les participants souhaitaient quitter l'insécurité de la rue et accéder à un endroit où ils pourraient se sentir en sécurité. Toutefois, lorsqu'ils accédaient aux services, plusieurs ont nommé avoir fait l'expérience d'une menace significative à l'intérieur de ces mêmes services. Les bons intervenants ont été décrits par les participants comme des personnes qui ont de l'humour, qui prennent le temps, qui savent comment gérer des situations de crise sans être confrontants, et finalement qui les perçoivent comme des humains. Toutefois, les échanges positifs étaient largement éclipsés par les expériences menaçantes. Par exemple, Gabrielle décrit son expérience avec les intervenants comme suit. « J'ai tout subi. J'ai tout souffert, malheureusement, d'être exposée à l'agressivité verbale du personnel et de me faire crier dessus. » Même si plusieurs participants reconnaissaient que le travail d'intervention en organisme est très stressant et que plusieurs intervenants ne sont pas convenablement formés pour travailler dans cette intensité, la menace ressentie par les personnes aînées en situation d'itinérance dans les refuges est telle qu'ils prennent souvent la décision de vivre dans l'insécurité de la rue plutôt que d'endurer l'insécurité des organismes. Sean décrit sa réticence à aller dans les refuges comme suit. « Je préférais être tout l'hiver dans ma tente sous le pont. Je préférais creuser un trou et y entrer tout de suite. » La menace quotidienne rencontrée par les participants était aggravée par des menaces symboliques. Menaces ressenties devant les initiatives communautaires et le développement d'infrastructures qui, pour eux, représentent une invalidation de leur souffrance de la part du gouvernement, voire une objectivation de leur expérience. Lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce qui, selon lui, devrait être amélioré dans notre système, Jean a parlé de ses sentiments envers l'initiative municipale d'ajouter une ligne rose au métro. Je le cite. « La ligne rose, on n'en a pas besoin, là. On est comme des numéros pareils. Vous savez, nous, on n'a plus de nom. C'est à ça que ça se résume. C'est des logements qu'on veut, c'est pas ça. » Outre les façons dont les participants se sont sentis stigmatisés ou le type de menaces rencontrées, la plupart des participants ont mentionné que ces expériences n'ont fait qu'aggraver leur sentiment de dangerosité. La déclaration de Kira représente bien le sentiment général ressenti par les participants. Tout est comme un traumatisme. Je ne veux pas parler de service parce que c'est un traumatisme. Ça fait mal. Le troisième sous-thème, soutenir la dévalorisation, une toile de service qui contrôle des corps sans domicile et au fil du temps. Le potentiel d'agentivité des participants sur leur corps et à travers le temps était souvent limité par les diverses couches de contrôle imposées par les structures des programmes. Par exemple, ils ont nommé des obstacles imposés par l'horaire des programmes et des rendez-vous, comme devoir se rendre à midi tapante à un organisme pour pouvoir manger, mais aussi devoir se présenter à son rendez-vous au bureau de la RAMQ à 14 heures, le tout à pied. Les participants ont aussi nommé les listes d'attente et finalement tous les moments où d'autres prennent des décisions à leur place concernant la manière dont ils doivent passer leur temps. L'expérience de voir son propre corps contrôlé à travers le temps était décrite par les participants comme l'expérience d'être jeté et ping-pongé d'un service à l'autre, menant à des déplacements forcés et continuels. Des participants ont nommé que les listes d'attente pour accéder à des services les menaient à se sentir comme s'ils avaient attendu toute leur vie et que lorsqu'ils réussissaient à accéder finalement à ces services, le mal était déjà fait. On a aussi noté que le temps d'attente pour accéder aux services tend à empiéter sur le temps requis pour répondre à leurs autres besoins de base, c'est-à-dire dormir dans les centres de jour, trouver de la nourriture ou trouver un endroit où se laver. La capacité même des personnes aînées en situation d'itinérance à choisir la manière dont ils passaient leur temps était aussi contrôlée par les intervenants. Roselyne explique qu'un gestionnaire l'a forcée à arrêter la formation à l'emploi qu'elle avait à moitié terminée, et ce parce qu'elle avait perdu son logement. La frustration dans la voix, elle explique la situation selon laquelle on l'empêche de terminer un programme auquel elle s'était inscrite pour trouver un emploi, pour justement sortir de la rue. Je la cite. « Ils m'ont fait arrêter cette formation due aux pertes de logement. Ils m'ont expliqué que c'est la pyramide de Maslow. J'avais presque terminé la moitié de ma formation. » Leur sentiment général de dévalorisation, exercé par l'éventail de services, au détriment de leur capacité à choisir la manière dont ils peuvent faire l'expérience d'eux-mêmes et de leur corps à travers le temps, est résumé par la déclaration de Karl. « Alors, t'es pas un être humain à part entière.
on t'accorde pas ce respect. Alors là, on va rentrer dans la deuxième thème, qui est une érosion de l'horizon. Le système de soins semblait couper les participants de leur capacité à s'imaginer un avenir, en plus de les couper de leur capacité à considérer leurs préférences et leurs besoins en termes de soins futurs. En réponse à l'érosion de leur horizon futur, les participants utilisent certaines stratégies, comme la rêverie, des blocages, la recherche de conseils spirituels et les réflexions centrées sur le moment présent. Dans ce contexte, le mot « désincarné » signifie que les rêves, espoirs et plans d'avenir des participants deviennent intangibles et inatteignables, ce qui les empêche de se projeter dans l'avenir tout en les obligeant à se concentrer uniquement sur leur existence et leur survie immédiate. La plupart des participants ont géré leur détresse en appliquant toute leur énergie à survivre au jour le jour, tout au plus survivre au lendemain. Par exemple, David explique « Je pense simplement que les personnes itinérantes vivent pour la journée, à moins qu'elles ne soient atteintes d'une maladie grave, auquel cas elles pourraient penser au lendemain. » Les participants ont aussi décrit rester dans le moment présent comme chrétiens. Pour d'autres, penser au futur les amène à faire appel à la spiritualité. « Mon Dieu, je veux juste remercier le Seigneur de voir un autre jour, c'est tout. » D'autres participants ont choisi consciemment de bloquer toute pensée concernant le futur. Spiro a nommé « parce que si tu y penses trop, ça pourrait empirer les choses. Tu pourrais l'aggraver, tu sais. Tu pourrais être déprimé, anxieux. » Finalement, un seul participant, Fred, a rêvé à son propre futur quand il a exprimé « C'est mon rêve d'aller à Hawaï. C'est l'endroit le plus romantique au monde. C'est mon rêve, gagner à la loterie et acheter une maison. On ne sait jamais. » Et comme Fred a dit, c'est vrai qu'on ne sait jamais. Mais peut-être c'est plus réconfortant de rêver que de réfléchir à un avenir concret. Le désespoir dû à l'illusion d'accessibilité, la perception de menaces constantes menant à la survie et finalement le sentiment de dévalorisation causé par la dépendance aux structures de soins sont qualifiés dans la littérature clinique comme le traumatisme d'oppression systémique, un sous-produit d'une exposition constante à des circonstances répressives qui peuvent dévaster l'estime de soi et l'être d'une personne. Utiliser l'oppression systémique comme cadre conceptuel nous permet de comprendre l'importance de chaque moment et de chaque interaction vécue par les personnes en situation d'itinérance lorsqu'ils accèdent ou utilisent les services du système. Ça nous permet de témoigner à l'intensité de leur douleur ressentie ainsi que de la manière dont cette douleur éclipse leur expérience positive. L'oppression systémique nous permet aussi de comprendre que cette douleur n'est pas attribuable uniquement à une seule situation négative ou à une seule rencontre négative, mais la douleur est plutôt une réponse à des messages sociétaux plus larges de déshumanisation. Deuxièmement, les stratégies nommées plus tôt, comme la rêverie, les blocages, la recherche de conseils spirituels et les réflexions centrées sur le moment présent, sont des réponses qui peuvent être comprises comme une désincarnation, une perte progressive du sentiment de possession de son propre corps. La désincarnation survit suite à d'intenses processus de réduction de sa propre humanité. Nous pensons que pour la plupart des participants, l'incapacité à se projeter dans le futur pourrait être liée à une désincarnation qui est actuelle, c'est-à-dire à la perte du sentiment de possession de son propre corps dans le présent. Dans le même ordre d'idées, Bourgeois-Guérin et ses collègues ont constaté que, pour les adultes qui vieillissent dans la rue, l'exposition prolongée à un traumatisme intense peut avoir un impact majeur sur l'expérience du temps subjectif, un processus qui commencerait par une érosion du temps futur et qui
qui pourrait même aboutir à une érosion du passé. Cette érosion d'un soi projeté dans le futur a également été constatée dans la littérature s'intéressant à d'autres communautés marginalisées. Dubé, Sussman et leurs collègues ont trouvé des expériences similaires chez les hommes gays âgés vivant avec le VIH. Ainsi, la capacité personnelle à incarner son propre avenir n'est pas un processus automatique ou garanti, mais plutôt un processus d'accès continu à des opportunités qui cultivent un sentiment d'autonomie et de possession de notre propre corps, tout en gardant absents les échanges et les messages déshumanisants. Alors, qu'est-ce que tout cela peut dire pour la prestation des services? Lorsque nous parlons d'oppression systémique, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de bons ou de mauvais travailleurs ou d'un bon travailleur qui fait la mauvaise chose. Il s'agit plutôt de l'ensemble du système, ce même système qui, parfois, nous fait sentir, en tant que travailleurs, dévalorisés, épuisés et démunis. Un système dont l'objectif est de privilégier l'efficacité au détriment des soins est aussi un système de valeurs culturelles qui s'infiltre dans notre travail. Ainsi, il n'est pas étonnant que des travailleurs épuisés, des travailleurs traumatisés par vicariance ou des travailleurs blessés émotionnellement réagissent parfois de manière confrontante face à leurs clients. Les soins sensibles au trauma sont devenus une priorité pour les prestataires de services et pour l'ensemble des pratiques de soins. Toutefois, cette approche est absente au sein même des pratiques concernant les travailleurs. Or, nous ne pouvons pas nous occuper des traumatismes de d'autres si nos propres corps d'intervenants ne sont pas soignés. Lorsque nous sommes face à des clients qui apparaissent réactifs, agressifs et résistants, il est important de considérer la manière dont ces comportements peuvent être des stratégies de résistance à l'oppression. Ainsi, les réactions ne sont pas nécessairement des réactions à des travailleurs ou à des situations individuelles, mais des réactions à un système oppressif. Le fait de ne plus voir la réactivité comme étant violente, mais plutôt comme étant une résistance à la violence, peut aider les intervenants de deux façons. Premièrement, ça nous amènerait à avoir une approche qui nous permettrait de nous intéresser à la douleur sous-jacente, à la réactivité des clients et, en ce faisant, à les humaniser. Deuxièmement, peut-être ça nous permettrait d'élargir notre compréhension afin de plus considérer la réactivité des clients comme une attaque personnelle à notre rencontre. Finalement, un aspect innovant des résultats de cette étude concerne la référence faite par les participants aux menaces symboliques, par exemple des initiatives comme la construction de la ligne rose du métro ou l'installation des patinoires dans les parcs. Ce sont des initiatives que nous pouvons considérer comme positives pour la communauté, mais qui peuvent devenir des rappels symboliques d'une injustice pour les participants. Cette expérience évoquée rappelle les théories de la justice distributive qui suggèrent que les individus comparent mentalement les ressources auxquelles ils ont accès à celles des autres et ressentent de l'injustice si les ratios d'équité sont perçus comme disproportionnés. Il serait pertinent de poursuivre les recherches en ce sens afin de mieux comprendre comment les personnes aînées en situation d'itinérance font l'expérience de la négociation de l'espace public et de peut-être permettre une négociation plus équitable de l'espace. Merci.